bienvenue. Donc, comme vous le savez, Cisco a démarré une transformation logicielle. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est comment on peut évangéliser DevOps via des unconférences. Alors, je pense que, juste deux petits mots sur moi. Donc, je suis expert développement, j'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies, open source et innovation, mais je passe autant de temps sur la technique que sur la collaboration, parce que pour moi, c'est ce qui fera avancer les choses. Alors, vous connaissez tous ce principe donc de CAMS, avec la partie développeur et la partie opération. Et donc voilà, DevOps, vous savez très bien que c'est un problème de culture. Donc c'est né d'où? C'est né d'un modèle, en fait, avant on était en mode waterfall, on vendait un produit avec un cycle en V, et puis on avait un business model qui était bien établi, donc tout ça on avait le temps, on définissait tout. Mais après il y a eu un changement, et ce changement, en fait, la nature concrète de DevOps, c'est vraiment optimiser l'entreprise at large. Et c'est vraiment où il faut impliquer pas seulement les devs et les ops, il faut impliquer tout le monde, parce que les commerciaux doivent changer leur business model, les équipes de ressources humaines doivent recruter de nouveaux profils, etc. Donc tout le monde en fait est dans le même bateau et il faut bouger ce bateau beaucoup plus rapidement. Donc après, nous, on est Cisco, on a un gros paquebot, et à bouger, c'est difficile. C'est bien qu'on a un Zodiac, mais les Zodiacs, ils n'aiment pas les vagues. Donc sur ce principe, on est parti sur un modèle de unconférence. Donc on peut se demander ce que c'est. La unconférence, c'est l'opposé entre guillemets de la conférence. C'est vraiment une conférence qui est dirigée par les participants. C'est eux qui vont faire l'agenda. C'est vraiment totalement ouvert et vraiment informel. Et après, on a pris le principe d'inscription qui est gratuit et vraiment ouvert à tous les participants. On ne limite pas forcément au DevOps, qu'au profil Dev et au profil Ops. La seule chose qu'on demande, c'est que chacun amène un contenu. Soit je veux partager quelque chose, ou soit j'amène un besoin, j'aimerais bien apprendre par exemple le principe de feature team, etc. Donc tout ça pour dire que, en fait, en théorie, entre la théorie et la pratique, il n'y a aucune différence. Mais par contre, quand vous le pratiquez, là, vous verrez qu'il y en a une. Donc ce qui est important, c'est vraiment le partage. Donc ce qu'on a fait, en fait, en juin 2013, on a commencé à lancer une communauté DevOps. Et rapidement, en fait, après quelques sessions de partage et d'échange, on s'est dit, rien ne remplacera le contact physique. Et vraiment informel. Donc on a commencé à organiser de façon annuelle des unconférences. On a regroupé le plus de départements possible et le plus de profils différents possible. Donc on part sur un format 2 jours, c'est assez court pour avoir beaucoup de contenu, mais pas trop long pour mobiliser beaucoup de personnes. Donc on commence toujours par une keynote, histoire de faire une belle ouverture, et après on fait des petites séries de lightning talk, donc très rapides, pour enchaîner sur un format open space, qui est vraiment le cœur de la conférence. Donc, en keynote, c'est toujours bien de prendre un avis extérieur, surtout des leaders entre guillemets, sur la partie DevOps. Donc, on avait l'habitude, certaines équipes au niveau de Cisco, de travailler avec Damon Edwards ou John Willis. Donc, ils sont venus un peu exposer leurs pratiques. Après, on s'est plus orienté soit par des outils ou un peu des organisations GitHub, pour un peu donner un état de l'art du marché et les bonnes pratiques qui se faisaient. Parce que je vous rappelle quand même que Cisco, il se plonge dans le domaine du logiciel, donc après c'est une grande transition à faire. Donc la partie GitHub, en plus, ils étaient venus avec leurs équipes, ils sont très sympas, très ouverts, et partager les bonnes pratiques, c'est toujours bien. Comme je vous le disais, on commence par des lightning talks. On fait des petites sessions courtes. En 5 minutes, vous faites une présentation. Les slides sont automatiques, comme ça, en plus, on est sûr qu'on respecte le timing, on n'a pas de problème de décalage. Et après, voilà, vous partagez votre expérience, que ce soit au niveau de l'agilité, au niveau de la transformation, etc., etc. Alors, comme je vous l'ai dit, les open space, c'est vraiment le cœur de la unconférence. Donc, c'est pratique pour au niveau organisation. On affiche un agenda vide, et après, les participants, ils viennent, ils présentent leurs idées qu'ils ont pu présenter en avance de phase et qu'ils nous l'ont donné, ou sinon, même le jour J, en fonction des discussions, ils commencent déjà à refaire d'autres idées, et en fait, on crée des clusters, soit en fonction de l'expérience qu'ils ont eue pour comment on scale agile, parce qu'on travaille en Cisco est présent sur plusieurs sites, donc travailler sur un projet agile, multi-site, avec plein de cultures, parce que quand vous travaillez avec les Américains et les Israéliens, et en plus avec les Anglais qui sont très politiques, mélanger tout le monde, c'est super sympa à gérer. Donc toute cette expérience doit être partagée pour mieux gérer les projets. Après, il n'y a pas beaucoup de principes sur les open space, c'est juste la première loi, c'est la loi des 2 pieds. Donc vous avez 2 pieds, si vous ne contribuez pas à la session, vous prenez vos 2 pieds, vous changez de session, il n'y a pas de limitation. Et après on a différents principes, donc il y en a 4, mais tout ce qui se passera dans la session, c'est ce qui devait se passer, les personnes qui sont présentes, c'est les bonnes personnes, et quand il n'y a plus rien à dire, on n'a pas obligé d'attendre la fin de la session, on s'en va, on va participer à d'autres sessions. C'est vraiment très ouvert. Et donc voilà, donc après on a
beaucoup de sessions qu'on essaye de mettre en parallèle, on les clusterise en fonction des centres d'intérêt. Ça donne vraiment des sessions interactives, parce que là, vous amenez quelque chose, vous le partagez, et d'autres personnes vont l'enrichir aussi par rapport à l'expérience. Tout ce que vous avez en transition, etc., c'est très difficile à généraliser et à appliquer partout. C'est très contextuel. Donc là, le fait de le faire par vos propres d'être transmis par les collaborateurs sera beaucoup plus de sens. Et après, vous avez des discussions totalement ouvertes, ça peut même dériver, etc., mais c'est très productif comme format. À la fin de la session, ce qu'on essaye de faire, c'est tout capturer. Donc là, on a un principe d'Harvey Sheet, on va résumer ce qui s'est passé dans la session, on met les idées qui sont nées et un peu les actions à suivre qu'il faudrait poursuivre. Et ça, c'est important parce qu'en fin de journée, il faut les partager à tout le monde et même après, chacun pourra ramener tous ses contenus dans son propre département. Alors bon, vous savez très bien, on est tous français, donc ce qu'on aime bien, c'est bien manger. Et aussi, il ne faut pas négliger l'aspect amusement. C'est bien aussi de faire des transitions, de partager, etc. Mais un peu de fun, ça n'a pas de prix, parce que ça cassera un peu toutes les barrières que vous avez entre tous les départements. Les gars de la sécurité qui ont l'habitude d'envoyer des fichiers Excel et qui vous disent bah, remplissez-moi tout ça, etc., ça ne crée pas du lien. Donc là, vous les mettez tous dans un même restaurant, vous faites des petites animations, ça n'a pas de prix. Après, ce qu'on a l'habitude de faire aussi, on l'a vu en pratiquant, c'est de rajouter quelques petits suppléments. Soit avant, vous pouvez faire des petites formations Docker, mais ce qu'on aime bien faire, c'est que ce soit des collaborateurs qui donnent des formations. Comme ça, c'est beaucoup plus productif, puisque c'est donné toujours dans le contexte qu'il l'a utilisé. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment en fait, de mettre en pratique ce qu'il a appris. C'est pas juste, bah voilà, j'ai un conteneur Docker, je le pousse dans un cluster Kubernetes sur AWS. Non, ça, tout le monde le fait. Le Hello World, on peut le faire en une journée tranquillement. Et après, ce qu'on a essayé aussi, qui marche très très bien, c'est de faire des hackathons ou des workshops. Parce que pendant 2 jours, vous avez beaucoup de discussions, beaucoup d'idées, etc. Mais au bout d'un moment, il faut concrétiser les choses. Et si vous pouvez facilement avoir une journée supplémentaire pour justement travailler concrètement avec vos collègues et faire des projets que vous n'avez jamais le temps. On dit toujours qu'on est pressé par le temps, mais comme vous avez pu le voir dans les autres présentations, si on prend un peu de recul, qu'on collabore avec nos collègues, ça ira beaucoup plus vite. Alors juste pour un indice, donc on avait l'habitude aussi de faire des rétrospectives et des enquêtes après chaque session pour capturer un peu ce qui s'est bien passé, ce qu'on pourrait améliorer. Il y a toujours quelque chose à améliorer. On s'est rendu compte au début qu'on avait 90% de la population qui était dev. Donc ça, c'est vrai que bon, on dit on fait des conférences et DevOps et il y a 90% de dev. Après, avec le temps, on s'est rendu compte que les managers étaient beaucoup plus impliqués. On a eu les directeurs. Et après, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'on a aussi les équipes juridiques qui ont voulu être impliquées. On a eu aussi les équipes IT, parce qu'eux, ils sont là pour fournir aussi des services, IT as a service. Et on a aussi les sales qui ont commencé à participer. Donc on voit bien que c'est toute l'organisation qui prend conscience de ce changement. Après, il faut savoir aussi capturer un peu la valeur. C'est très difficile quand on organise ça, parce qu'on vous dit tout le monde vous dit DevOps c'est super, vous mettez un pipeline, tout est automatisé, voilà, je gagne ma production. Mais après, les métriques qui sont dures à calculer, c'est l'impact que vous avez au niveau des collaborateurs. Et donc nous, on a réussi à capturer en fait, qu'on avait une amélioration et un apprentissage continu. Tout le monde partage ses compétences et ça donne l'envie d'apprendre encore plus. Et ça, c'est super important. Et on a aussi réduit les efforts et les coûts. Puisque tout le monde travaille en mode silo, chacun a son pipeline de développement, j'ai mes licences GitHub, j'ai toutes ces licences, etc. Mais ça, si on le globalise, en fait, on peut réduire fortement les coûts. Donc après, comme vous le savez très bien, nous on est une grande organisation, on a dit ouais, on va faire du DevOps, super, ça roule. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment un changement de culture. Et moi, je me focalise là-dessus, parce que si vous ne faites pas le changement de culture, vous pouvez avoir tous les experts que vous voulez et tous les bons outils que vous avez. Et là, il y en a beaucoup qui vont le présenter, des bons outils. Mais si vous n'avez pas la bonne culture, ça ira pas. Cisco, je pense que pour ceux qui connaissent déjà, en France, Cisco, c'est vraiment des bons équipements et du bon réseau. Alors ça, super, mais ça, passer dire je vais faire du réseau à faire du logiciel, la marche est très haute. Et donc pour ça qu'il va falloir cet accompagnement. Donc vous pouvez me dire, bon, vous avez fait des conférences, super, et après. Donc après, les conférences, franchement, on a impliqué plus de 150 collaborateurs par conférence, et on a essayé de faire de façon régulière pour vraiment faire un peu tourner le paquebot. Donc c'était compliqué. Mais ça a réussi. On a réussi à changer les processus et des liens entre départements, notamment avec les équipes de sécurité. Il n'y avait pas forcément de lien avec les équipes juridiques
Il n'y avait aucun lien non plus. Vous devez remplir tout ce que vous utilisez en open source dans un outil. Et puis après, voilà, il y avait des choses à remplir. Donc tout ça, c'était pas forcément lié. Et après, si par exemple, je vous prends un exemple, je dis, bah tiens, je veux dire, tiens, Cisco, DevOps, Big Data, Open Source, donc ce qu'on pourrait dire du DataOps, est-ce que Cisco est positionné sur le sujet? Eh bien oui, toute cette, quand on a infusé cette culture de l'innovation, de la collaboration, etc., ça nous permet à l'heure actuelle de proposer des solutions totalement open source. Donc là, on a un projet Big Data qui s'appelle Panda, qui est proposé via la Linux Foundation, et donc qui est proposé sous licence Apache. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plein de technologies qui sont super intéressantes. On les a mis toutes ensemble, on a comblé quelques trous qui permettent vraiment de prendre en main l'aspect Big Data, parce que c'est comme DevOps, Docker, etc., on entend beaucoup, mais après le faire, c'est autre chose. Donc ce qu'on propose via la plateforme, c'est pas seulement juste je te mets un cluster Hadoop sur AWS, d'ailleurs ils le font déjà, c'est vraiment une approche itérative. On met tout en open source. Donc là, vous avez à la fois l'infrastructure as code, donc vous pouvez provisionner une plateforme Big Data Panda sur AWS, sur OpenStack, même sur du bare metal. Je ne parlerai pas de Docker, parce que quand on est sur du bare metal, c'est vachement mieux. Avec Docker en production, pas terrible. Et avec Hadoop et les niveaux I/O, c'est pas terrible, donc on met sur du bare metal. Donc là, vous retrouvez tout, vous retrouvez le pipeline de développement aussi qui est open source. Donc si demain vous avez envie de vous amuser, vous avez juste à récupérer le code. Et après, on met en place les bonnes pratiques. Donc on a beaucoup parlé de Jenkins. Donc là, Jenkins, on utilise Jenkins Pipeline. Vous avez un fichier à mettre dans votre repo, automatiquement il est indexé dans Jenkins. Toute nouvelle branche que crée le développeur par rapport à sa user story est buildée. Vous avez du détail sur le temps de build, et automatiquement, donc vous avez du continuous delivery sans avoir besoin de manager une infrastructure Jenkins. Donc une fois qu'on a fait la continuous delivery, là il faut passer sur le continuous deployment. Donc là, en déploiement continu, on utilise Rundeck. Voilà, c'est simple, c'est une UI. Et après, de toute façon, tout termine par des scripts shell. On l'a bien vu sur les autres présentations. Et après, ça vous orchestre le déploiement de façon régulière sur OpenStack, sur bare metal et sur AWS. On le fait pas de façon, on déploie pas chaque commit en production, parce que vous vous rendez compte que s'il y a un commit, on doit lancer un nouveau cluster Hadoop avec beaucoup plus d'instances sur AWS, c'est un peu cher. Donc on le fait de façon régulière. Donc Rundeck, c'est simple à utiliser comme outil. Vous avez une UI, après ça vous gère un historique, etc. Juste la création de job. Donc voilà, donc on a un pipeline totalement automatisé. Donc j'ai mon project management sur Jira, j'ai mon source code sur GitHub, j'ai Jenkins, SonarCube, Rundeck, et puis après mon infrastructure. Ok, mais toujours là, on n'a toujours pas le problème de la partie culture. Ce que j'oblige à faire, en fait, c'est que même si le dev et le Ops, c'est pas du tout le même profil. Un dev ne sera jamais Ops comme le Ops ne sera jamais un dev. Il faut s'assurer en fait que le Ops fasse du développement avec l'équipe. Et pareil, le dev doit avoir conscience de l'équipe Ops. Donc là, ce qu'on a fourni, c'est un framework de test qui permet d'exposer la santé de la plateforme à l'équipe Ops. Donc s'il y a un problème, il le saura parce qu'il y a une console. Alors vous savez tous, la documentation, c'est un élément vraiment clé. Donc on a mis un site web à jour avec un petit Stack Overflow interne pour un peu échanger avec la communauté. Mais le point essentiel, ça va être la partie Markdown. Vous faites tous du code sur GitHub ou autre, mais le plus souvent, là, on fait du Markdown pour faire la documentation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrégé toute cette documentation, tout ce qu'on avait écrit à chaque fois qu'on faisait du code. On a tout documenté, et si on l'agrège tout ça via Gitbook de façon automatique, ça en plus c'est bien, ça vous génère des PDF, des HTML ou des Markdown, et bien là, automatiquement, c'est lisible. Et après, il suffit de suivre les instructions, et comme par magie, ça marche. Après, exposez tous les statuts, toutes les métriques, remettez-les dans un tableau de bord. Là, je peux savoir quel problème il y a eu sur quelle plateforme, à tout moment de la journée. Dernier point, la partie collaboration. Même si les outils, ça ne résout rien, il vous en faut quand même. Nous, on est parti sur Cisco Spark, parce que ça fait la partie ChatOps et bien plus. Donc, Cisco Spark, mais j'aurais pu utiliser Slack, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Donc, ça fait de la collaboration, il y a des intégrations et des bots, et tout ça via des rooms. Donc, ce qui est important, c'est que ça rapproche l'équipe, parce que nous, on est multisite. Moi, je travaille avec des collègues qui sont anglais, je travaille avec les Américains. Et donc, ça, après, ça permet de faire tous les meetings, les stand-up, etc. en ligne. Et aussi, ça fait le support au niveau du client. Vous mettez le développeur, l'équipe d'opération dans la même room que le client. On est tous là pour la même chose, donc il faut tous qu'on travaille ensemble. Donc tout ça va vous lier le système. Les mails, il faut arrêter, hein, ça fait plus du bruit qu'autre chose, donc pour ça qu'il faut se baser sur des autres outils. Vous avez, comme je vous l'ai dit, l'intégration Jira, GitHub, Jenkins. Vous pouvez même faire un bot qui analyse les logs, comme ça ira plus rapide dans votre détection de bugs.
Et après, ben voilà, encore après la théorie, à la pratique, à tout moment, donc il faut bien être vigilant sur la partie versionning et dépendance, qu'à tout moment, il y a quelque chose qui peut casser, mais pas de votre part, quelque chose d'une dépendance. Pip, à un moment, a mis en production une version qui n'était pas fonctionnelle sur Ubuntu 14, donc tous les problèmes de sa stabilité, on utilise SaltStack, c'est pas parfait, il y a encore plein de bugs, mais on contribue à la communauté. Et puis après, la dépendance Internet, ben même Amazon, ils sont très très forts, mais ils ne sont pas parfaits non plus. Il n'y a personne qui a 100% de SLA. GitHub aussi peut tomber. Donc voilà. Donc pour résumer, DevOps c'est bien, on peut aller vraiment très vite. Prenez la culture d'abord pour ne pas vous cracher, parce que c'est bien de mettre les outils d'abord, mais vous allez vous cracher. Et dans votre quête de transformation DevOps, si vous voulez avoir le bonheur, ça passera d'abord par une culture de collaboration et de partage. Je vous remercie. Et bonjour. Merci d'être venu, merci pour le talk. Première question posée par nos collaborateurs ici en scène. L'intérêt des collaborateurs pour les onconférences est-il resté constant depuis leur mise en place? Et si oui, comment avez-vous fait? Alors oui, c'était une des problématiques, c'est de pouvoir un peu garder cet enchaînement, parce qu'on l'a fait de façon annuelle. Donc il y a la problématique budgétaire, et après il y a la problématique de compréhension du changement et d'accepter ce changement. Donc après, il faut mettre beaucoup d'efforts sur la partie communication, il faut montrer par l'exemple les impacts que peuvent avoir ce genre d'événements, parce que c'est sûr que monopoliser toute une équipe sur 2 jours, c'est un coût, mais après, vous allez pouvoir mesurer vraiment un aspect collaboration et production qui est vraiment plus important, et donc ça, après, en termes de rapidité et productivité, il n'y a pas mieux. Très bien, très bien. Et une deuxième question, comment vous avez fait pour engager le management là-dessus? Ouais, donc c'est une initiative qui est partie du bas. De toute façon, comme dans toute grande entreprise, on en parle au niveau exécutif. Oui, il faut faire un changement, etc. On va faire du DevOps, on va faire du conteneur, etc. Mais après, convaincre le management, c'est pareil. Il faut capturer les métriques pour leur montrer un peu les impacts au niveau de leur équipe. Le changement est quasiment obligatoire si on veut survivre à l'heure actuelle. Vous l'avez très bien vu avec la Poste, etc. Ils ont conscience de ça. Faut infuser ce changement et ça passe de toute façon par les collaborateurs. Il n'y a personne autre que vous qui va changer le monde. Ce n'est pas au niveau exécutif que ça va jouer. Ça, c'est pour la direction. Mais c'est vous qui va être acteur de changement. Et la partie DevOps est vraiment importante parce que ça met tout le monde dans le même panier. On est tous à la même hauteur, on travaille tous pour la même chose. Et c'est ça qui fera que ça marchera. Bon, très bien, merci pour ça et merci d'être venu et merci pour le talk. Merci.